On y va. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Le Roi de l'Histoire, après l'intermède de la semaine dernière. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Lacrotte, qui est docteur en histoire du droit de l'Université de Montpellier et qui a soutenu une thèse sur la piraterie comme origine du droit international. Et donc, elle est parfaitement bien placée pour nous parler de la piraterie, qui est donc le thème de l'émission de ce soir. Alors, avant de commencer à échanger avec Clémentine, donc je vous rappelle bien sûr que vous pouvez poser toutes vos questions, toutes les questions que vous auriez sur ce thème via le stream. N'hésitez pas, et je les transmettrai à Clémentine, hein. Avant ça, juste, je vais rappeler un petit peu un contexte, un petit peu où est-ce qu'on se place, de quoi est-ce qu'on parle. Alors, la piraterie, c'est un phénomène qui existe sans doute depuis que la marine existe, depuis que les hommes vont sur la mer. Il est difficile de la dater précisément. On sait en tout cas que ça existe de la plus haute antiquité. Bon, on abordera la piraterie sous ses différentes formes. On verra également que c'est un phénomène qui n'est pas limité géographiquement, hein. Certes, il y a des endroits où c'est très connu, on en parlera, des pirates des Caraïbes notamment, mais bon, la piraterie, ça n'a pas existé, ça n'existe pas aujourd'hui que dans cette région-là. Mais il y a quand même eu incontestablement une résurgence, on va dire, du phénomène de piraterie au XVIe siècle, hein, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. On a souvent tendance à considérer que c'est l'âge d'or, hein, des pirates, hein, et vraiment, dans l'imaginaire collectif, le pirate des Caraïbes, sur cette époque, voilà, quand on parle de piraterie, on pense à ces pirates, indépendamment même des productions cinématographiques qui ont pu exister par la suite. Et bonsoir Ludo qui nous salue. Donc, pourquoi 16e, 17e? Alors, c'est pour ça que je veux replacer un petit peu les choses dans le contexte. Je vous le rappelle, vous le savez, c'est bien connu. À partir du milieu du 15e siècle, hein, on a des navigateurs européens qui partent explorer le monde en s'appuyant sur des nouveaux navires plus performants que ça n'a été par le passé. C'est notamment les Portugais d'abord, hein, qui longent les côtes de l'Afrique et qui arrivent jusque au sud de l'Afrique, au cap de Bonne-Espérance, et qui rentrent donc dans l'océan Indien. C'est également les Espagnols, et bien sûr, parmi les navigateurs qui partent sous bannière espagnole, même s'il n'est pas espagnol lui-même, on a Christophe Colomb, qui va découvrir le continent américain, sans trop le savoir d'ailleurs à l'époque, mais bon, qui dans les faits permet à l'Espagne de mettre la main sur le continent américain. On le sait également, et bonsoir à Porthos, l'Espagne le Portugal aussi, vont coloniser le nouveau continent assez rapidement, même si un petit peu plus tard, les Anglais et les Français vont s'y mettre un petit peu plus au nord. Mais bon, l'essentiel de la colonisation va être celle des Espagnols et des Portugais, qui vont très vite coloniser les terres. Les Espagnols conquièrent les territoires des Aztèques, des Incas, et vont ramener quantité de métaux précieux. On est dans une époque où, du point de vue économique, on part du principe que plus on a de métaux précieux, plus on est puissant. C'est une doctrine qu'on appelle le mercantilisme, qui veut que donc, pour être puissant, et avoir des armées qui permettent d'être puissants militairement, il faut de l'or, il faut de l'argent, et donc il faut faire rentrer le plus d'or et d'argent dans le territoire national. Donc les Espagnols, surtout les Espagnols, les Portugais aussi dans une moindre mesure, vont ramener de l'or et de l'argent qu'ils tirent d'Amérique vers l'Europe. Et donc évidemment, on a ces galions, hein, ces navires, hein, qui traversent l'Atlantique, chargés de richesses, notamment d'or et d'argent, mais pas que, d'épices également, enfin bon, bref, il y a bien d'autres choses, donc chargés de richesses vers l'Europe. Et ça attire bien sûr la convoitise de pas mal de monde. Alors, d'aventuriers sans doute, on va y revenir, mais également des puissances voisines. L'Angleterre, la France, qui sont des puissances importantes en Europe, mais qui ont raté le coche de la découverte de l'Amérique. Et donc qui vont elles aussi essayer d'attaquer, parce que dans la doctrine mercantile, soit on a de l'or,
soit il faut piquer l'or chez l'autre, hein. Et donc les Français, les Anglais, pour avoir de l'or, les Hollandais aussi, on pourra en parler, doivent essayer de le piquer aux Espagnols de différentes manières et éventuellement par voie maritime aussi. Et c'est là qu'apparaissent toute une série de termes sur lesquels on va revenir, les pirates, les corsaires, les flibustiers également, qui, on va voir un petit peu, Clémentine va nous préciser un petit peu ce qu'il faut entendre par ces différents termes, et qui renvoient justement à cette complexité du phénomène, entre d'un côté des aventuriers, de l'autre côté des gens qui sont financés, soutenus par une puissance, mais bon, la frontière entre les deux n'est pas toujours très évidente. Donc c'est ce contexte-là qui voit l'âge d'or de l'Espagne, hein. L'âge d'or de l'Espagne, c'est le XVIe siècle. L'âge d'or de la péninsule ibérique, c'est le XVIe siècle. Et puis ensuite, la montée en puissance de la France au XVIIe, la montée en puissance de l'Angleterre au XVIIIe. Donc on est dans ce moment de conflit entre ces puissances européennes. Et donc la piraterie s'inscrit totalement là-dedans. Et l'océan Atlantique Nord principalement, c'est la zone où ces puissances vont s'affronter. Et donc les pirates s'inscrivent tout à fait dans cette logique-là. En tout cas, les pirates des Caraïbes. Parce qu'en effet, il y a les pirates dans le golfe Persique, il y a les pirates dans la mer des Moluques, il y a les pirates dans un petit peu tous les coins du monde. Mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais bon, voilà un petit peu le contexte qui fait qu'on va parler avant tout de cette période-là entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire entre 1500 et la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française. On verra d'ailleurs jusqu'où est-ce qu'on peut parler de cette piraterie dans les Caraïbes. C'est le cœur de notre sujet, mais bon, on aura l'occasion de le déborder largement. Alors, il y a déjà des questions qui arrivent. Nasserifi, que je salue, et qui nous demande est-ce que les corsaires étaient mal vus par les autres pirates. Je viens d'arriver, je ne sais pas ce qui a déjà été abordé. Donc, la question de Nasser Rifi, on va y répondre. Est-ce qu'ils étaient mal vus par les autres pirates? Mais peut-être d'abord, avant d'y répondre, justement, on va essayer de définir. Qu'est-ce que c'est qu'un pirate? Qu'est-ce que c'est qu'un corsaire, un flibustier? Clémentine. Alors, un pirate, c'est celui qui va voler effectivement par voie maritime, par bateau, un navire quelconque, peu importe sa nationalité, peu importe à qui il appartient. Le pirate navigue, il voit un bâtiment qui lui a l'air intéressant, il attaque et il voit s'il récupère de l'argent ou pas. Ça, c'est le pirate, c'est basique, c'est tout simple, c'est n'importe qui, un individu lambda. Donc, il y a un bateau, mais c'est un individu lambda. Le corsaire, c'est un peu différent parce que le corsaire, c'est un militaire qui est autorisé par son État à attaquer, mais il va attaquer une cible précise. Donc, par exemple, la France va mandater plusieurs hommes, plusieurs militaires, pour aller attaquer que les Anglais ou que les Espagnols, ou les deux, ou que les Hollandais, en fonction tout simplement de la guerre qu'il livre contre le pays, contre son ennemi. Et le flibustier, c'est encore autre chose, ça c'est vraiment propre au Caraïbes, puisque le flibustier, c'est un pirate qui veut éviter de se faire prendre, et donc du coup prend une autorisation par un gouverneur des colonies pour aller piller effectivement une cible précise. Je rapproche un peu le micro parce qu'apparemment on vous entend mal. Vous essayez de parler un petit peu plus fort. Je vais parler plus fort, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc en fait ce qui diffère le pirate, le corsaire et le flibustier, c'est l'autorisation tout simplement de l'État. Donc les corsaires ne sont pas mal vus par les pirates, puisqu'en fait ils ne sont pas les pirates. Les corsaires viennent de la marine, ou de la marine marchande, ou de la marine militaire, et sont ensuite autorisés par l'État pour aller piller un ennemi précis. Donc les corsaires en fait sont mal vus de la marine militaire, mais ne sont pas mal vus des pirates, parce qu'en fait ils n'appartiennent pas à la piraterie proprement dite. Donc on est plus au niveau de soldats quoi, qui se battent sur les mers pour le compte de notre pays, mais en utilisant des méthodes finalement de pirates, quoi. Exactement, ils utilisent les mêmes méthodes, mais ils sont soutenus par l'État, et du coup l'État effectivement fonctionne. Ensuite récupère une partie de l'or qui a été. D'accord, donc il y a une partie qui est laissée aux corsaires pour qu'ils financent, et puis bon, qu'ils se rétribuent sur le dos des navires qui ont été pillés. Et une partie qui est récupérée par l'État qui finance. C'est ça. Okay. Alors que le pirate, c'est tout pour lui. Voilà, il ne se pose pas la question. La Sérifi nous dit, c'est plutôt les flibustiers qui sont des traîtres aux pirates? Alors, à la limite, on pourrait le voir plutôt comme ça.
Mais en fait, tous les pirates faisaient ça, même Barbe Noire a pris 2-3 commissions des gouverneurs pour éviter cette pendaison qui, quand même, c'est un Barbe peu Noire, ballot, quoi. pouvez nous Barbe rappeler Noire. qui c'est? Barbe Noire, c'est Edward Teach, c'est un des grands pirates. Enfin, en général, c'est. D'ailleurs, il y est dans Pirates des Caraïbes le 4 ou le 5, je ne sais plus. Et donc, c'est un des fameux pirates, les Anglais l'adorent. Bon, alors que c'est eux qui l'ont tué, C'était un anglais à la base? mais c'était en anglais. Ouais. Donc, voilà, Barbe Noire, ça fait partie des pirates Les plus célèbres. les plus célèbres. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on devient pirate? Pourquoi est-ce qu'on devient pirate? Alors, on devient pirate de deux manières différentes. Soit on habite aux Caraïbes et on vit dans la misère, dans la pauvreté, on veut en sortir et donc on s'engage dans la piraterie parce que c'est facile. Et donc on veut essayer d'avoir, tout simplement d'avoir des richesses pour ensuite revenir sur la terre qu'on a quittée pour y bâtir quelque chose. Ou alors on vient de la marine militaire et la discipline étant tellement dure, on essaye de sortir de cette discipline mais de rester marin et donc on s'engage dans la piraterie aussi pour... Donc des gens qui pour désertent, survivre. quoi. Donc c'est des déserteurs ou voilà des personnes qui... La piraterie des Caraïbes c'est vraiment particulier, c'est vraiment une piraterie d'opportunité pour sortir souvent de la misère des colonies qui sont malheureusement pas bien... Et on en sort vraiment de la misère? Ils gagnent vraiment leur vie? Non, ils ne gagnent pas du tout leur vie, mais on leur fait croire. Et puis sur le bâtiment, voilà, avec le bail, Donc il y a des recruteurs, il y a des gens qui essaient d'aller chercher un petit peu les misérables? Ils n'ont pas besoin en général. On vient, on prend un bateau, puis on y va. Un pirate, on a l'image, le pirate des Caraïbes, avec le pirate, il a un galion, 3 mâts. Non, il a une barque et puis il fait ce qu'il peut. En fait. Ouais, les bateaux, c'est un petit peu ce qu'on trouve. Et puis des fois, on arrive à mettre la main sur un navire de ligne dont on va faire quelque chose. Parce que c'est mieux de le revendre. Parce que la piraterie, le pirate, il a besoin d'être rapide. Et donc, s'il a un gros bâtiment, il n'est pas rapide. Donc, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on les connaît surtout dans les Caraïbes, les pirates? Alors, surtout dans les Caraïbes, parce que c'est là où ils ont causé le plus de soucis aux puissances de l'époque. Donc, comme vous le disiez, les Caraïbes, la colonisation, c'est un grand enjeu. Et en fait, les Caraïbes se positionnent pile sur les routes maritimes pour entrer en Europe. Donc, du coup, ça crée un climat ici. C'est facile, il y a plein d'îles où on peut se cacher quand on est pirate, etc. Donc, hop, on intercepte les navires qui partent vers l'Europe et on se réfugie dans les îles des Caraïbes. Donc, c'est un côté très facile pour eux. Donc, c'est connu là parce que c'est là où ils ont fait le plus de pillages. Je vous la rapproche. C'est là où ils ont fait le plus de pillages et où ils ont effectivement causé les plus grands torts aux puissances. D'autant qu'en plus, c'est là où ça a duré le plus longtemps. Ouais. Donc en fait, les Espagnols, ils partaient de ports qui étaient sur le continent, évidemment. Donc ils faisaient remonter l'or d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud vers des ports du continent. Et là, il fallait traverser l'arc Caraïbe. C'est et donc ça. les pirates, ils étaient là. Exactement. Et donc en embuscade, et donc c'était facile, et avec toutes les petites îles et tous les petits archipels qu'il y a. Ouais. Il y avait d'ailleurs des ports qui étaient complètement tenus par les pirates. Il y avait des îles complètement tenues par les pirates. Il y avait des îles, alors on pense de suite à la tortue, Tortuga, qui en fait c'est pas la même île, mais la tortue a été surnommée Tortuga alors que c'est deux îles différentes. Et donc ces ports-là étaient tenus, pendant longtemps ça a été Providence qui se situe aux Bahamas. Donc voilà, il y avait quelques villes qui étaient, mais ça tournait en fonction, parce que les colons, évidemment, s'il y a une ville qui est tenue par les pirates, ils essaient d'attaquer au maximum pour réduire la population pirate. Et donc ça tournait en fonction de quel gouvernement était le plus propice aux pirates. D'accord. Et je crois qu'il y a eu des faits d'armes majeurs où des pirates ont attaqué des ports même sur le continent. Alors oui, alors c'est pas des pirates pour le coup, c'est des flibustiers, parce que c'est l'Olonais qui a attaqué Maracaibo, si je me prononce bien. Donc là, c'est Venezuela ou Colombie actuelle. Ouais. C'est ça. Henry Morgan aussi, mais Henry Morgan était un corsaire. Donc en fait, c'est pas des faits d'armes de piraterie, c'est des faits d'armes vraiment de personnes autorisées par les États pour essayer de... Oui, d'aller embêter les autres. Tu m'embêtes. Voilà. D'accord. Alors, les pirates, on les voit souvent, on imagine, le pirate, voilà, la barbe, les cheveux, les chapeaux, etc. Est-ce qu'il y avait des pirates femmes? Alors, il y avait des pirates femmes, oui. C'est quelque chose qui est connu. En fait, il y en a deux qui sont très connus, c'est Anne Bonny et Mary Read.
sont très connues parce que elles étaient avec Calico Jack, qui est aussi un pirate très connu des Anglais. Et elles sont connues parce que elles sont toutes les deux mortes en prison. Et c'est les deux seules femmes qu'on a arrêtées en fait. Mais on est à peu près certaine qu'il y avait une certaine population de femmes, puisque les pirates engageaient qui voulaient. Donc ils n'étaient pas regardants à la fois sur la couleur, sur le sexe, sur l'âge, la religion. Voilà. Il y a quelques pirates qui étaient borderline, il fallait être catholique ou il fallait être protestant sur son bateau. Mais enfin, de manière générale, les femmes effectivement qui étaient privées de la marine, puisque avoir une femme à bord ça porte malheur chez les marins. Ah. Voilà. Et les pirates s'en fichaient. Donc effectivement, les femmes, alors se camouflaient parce que bon, faut pas non plus trop, voilà. Puis c'est pratique. Oui. Le Pentagone plutôt que la Rhône. Mais effectivement, on pense, alors on n'a pas de lisibilité parce que celles qui se sont fait arrêter, il y en a 2. Mais effectivement, c'est pas. Il y avait des femmes pirates. Il y a eu en Chine, il y a Xingqi, je prononce très mal probablement. Mais elle, c'était plus tardivement, c'était fin 18e, début 19e, qui a été carrément surnommée l'impératrice des pirates en Chine. Donc, non, les femmes. Oui, donc même chef pirate, quoi. Oui, il n'y avait pas de souci. D'accord. Alors Nasserifi nous dit que Kilouel est fan de One Piece et donc tous ces noms retentissent dans sa tête. Donc c'est des noms quand même qui sont anglais essentiellement, ce que vous citez là. C'est des noms anglais. Il y avait alors soit il y a peu de pirates français parce qu'en fait c'est tout con. Les chercheurs français n'ont pas regardé les pirates français. Ah. Et les chercheurs anglais, eux, par contre, sont beaucoup intéressés à la piraterie. Du coup, il y a beaucoup plus de recherches qui ont été faites. Il y a quelques noms de pirates français que je peux vous citer, mais vous n'allez pas les connaître. Ouais. Voilà, Dulin. C'est vrai qu'on connaît plus les corsaires éventuellement en France. Les corsaires, voilà, René du Guesclin, ça tout le monde connaît, Surcouf. Ouais. Voilà. Mais par contre, effectivement, les pirates Dulin, je ne sais plus comment il s'appelait. Et d'ailleurs, il y a des Espagnols, des Hollandais aussi, des Portugais, non, parmi les pirates. Oui, il y avait les pirates étaient de toute nationalité, mais c'est vrai que puisque ce sont les Anglais, les Américains. C'est surtout des recherches qui ont été menées et qui font qu'on les connaît mieux, quoi. C'est ça. Et Nasserifi nous dit qu'il y avait un grand pirate ottoman également, Barberousse. Oui, mais c'était en mer Méditerranée. Alors là, c'est en Méditerranée, voilà. on y viendra peut-être. Barberousse, c'était plus un corsaire qu'un pirate. D'accord, qui travaillait pour le compte de l'Empire ottoman. Ouais. Ok. Comment est-ce que vivaient les pirates ? Ils vivaient comme ils pouvaient. Encore une fois, c'était pas la joie. Ils vivaient, sur le bateau, ils vivaient de manière plutôt moderne, puisqu'ils avaient une organisation démocratique, ils élisaient leur capitaine, avec une charte partie qui était un contrat, qui, un peu comme notre constitution, qui disait voilà ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire sur le navire, pour une bonne entente en fait de l'équipage. Donc une charte partie. Une charte partie, voilà. Donc ils vivaient de cette manière assez égalitaire entre guillemets. Ils avaient une part du butin, etc. Et une fois à terre, ils vivaient comme n'importe quel colon. Ouais. Il n'y avait pas encore Internet avec les avis de recherche, etc. Donc ils n'avaient pas besoin de raser les murs. Donc oui, sur le navire, ils pouvaient rester plusieurs jours sur un navire. Quand ils faisaient plusieurs mois sur un navire, donc ils menaient des longs raids éventuellement. Et quand ils étaient à terre, alors soit ils vivaient au milieu des autres colons et puis ils se rembarquaient. Donc c'était pas. De toute façon, j'imagine que les équipages n'étaient pas les mêmes d'un raid à un autre. Non, souvent ça changeait, mais ça pouvait, si le pirate mettait ancre dans un navire pirate, enfin dans un port pirate, en règle générale, l'équipage repartait après avec son capitaine. Ouais. Et il y avait des villes, des ports qui étaient complètement tenus par les pirates. On sait comment ils étaient organisés ? Alors, il y avait donc la Tortuga et Providence. Ils étaient organisés un peu comme les ports actuels, comme les ports gouvernementaux. Parce qu'au final, Providence appartenait aux Anglais, donc c'était un bastion et il y avait un gouverneur, mais c'était pas des pirates, c'était des colons qui étaient là et qui acceptaient en fait que les pirates viennent chez eux. D'accord. Parce que c'était pratique, ils ramenaient de la manne, ils ramenaient de l'argent, ils dépensaient. Ouais. Et justement, le butin, lorsqu'il était fait, on sait comment il était réparti entre les pirates ? Alors, il était réparti de manière totalement égalitaire, en fonction de la charte partie. Donc, parfois, le capitaine avait droit à plus, parfois, il avait droit à moins.
il y avait aussi des primes si on avait été blessé pendant les abordages, si on avait perdu un œil, un bras. Voilà. Il y en a une, c'est même par doigt, donc ça pouvait aller loin suivant l'équipage. Et ensuite, c'était réparti de cette manière-là. Alors, faut pas croire, les pirates, ils n'ont jamais gagné leur vie. Oui, c'était Voilà, pas un c'était métier, pas donc c'était dangereux d'une part, et puis en C'était plus, on plus gagnait pas dangereux forcément que- sa vie. Ouais. Voilà, c'est plus dangereux que lucratif. En fait. Et le pirate qui met tout son butin dans du rhum dès qu'il rentre, c'est Oui, une réalité. Oui, c'est relativement réel. Après, certains, effectivement, économisaient pour acheter une terre, voilà. Mais en Caraïbes, il n'y a pas. Si Ouais. vous aimez pas manier la L'épée cognée, ou la... il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. D'accord. Comment est-ce que les puissances attaquées, donc les Espagnols surtout, réagissaient? Comment est-ce qu'ils combattaient la piraterie? Alors, c'était compliqué de combattre parce qu'encore une fois, les pirates aimaient les navires rapides. Donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était soit leur tendre en piège avec un appât, soit effectivement lancer des navires à leur recherche. Donc c'est essentiellement ce qu'ont fait les Français et les Anglais. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient, ils mettaient en place un équipage avec un navire, et le navire patrouillait, et puis dès qu'ils voyaient un navire un peu suspect, ils l'arrêtaient, etc. Donc c'est plutôt comme ça qu'ils ont fait. Il y a eu des grandes recherches, Barbe Nord par exemple, on l'a cherché, voilà, mais c'était très ponctuel, c'était pour un pirate, parce que Barbe Nord a fait vraiment beaucoup de dégâts chez les Anglais. Mais après, voilà, c'était on arme un navire, on le lance à la recherche, et puis si on a de la chance, c'est cool. Mais sinon, il y a le pirate du Lin, je crois qu'il a, pendant 5 ans, il a réussi à... Le pirate du Lin? Ouais, c'est un des pirates français que personne ne connaît, du coup, parce Ouais. que voilà, moi je l'ai découvert en faisant mes recherches. Et en fait, effectivement, pendant 5 ans, il a tricoté. Il avait sans doute des espions parmi les rangs des gouverneurs. Et du coup, attends, le navire va passer par là, il va passer de l'autre côté. Donc on lui a avait un toujours signalement, échappé. Il a fini par plus échapper, on a fini par l'attraper, il a demandé le bénéfice d'une amnistie et il l'a eu. Ah, ils pouvaient obtenir des amnisties quand Ils même. pouvaient obtenir des amnisties parce que, donc, comme je disais, vu que le pirate vient très souvent de la colonie, c'est des hommes qui connaissent les colonies, qui connaissent... Qui ont un réseau local. Qui ont des réseaux, qui connaissent les voies maritimes, et donc c'est des personnes qui sont très intéressantes. Donc du coup, à un moment donné, puisqu'on n'arrive pas à les attraper parce que c'est très difficile, et qu'en même temps on a besoin d'hommes pour tout simplement s'occuper de la colonie, à un moment donné, les États ont commencé à envoyer beaucoup d'amnisties en leur disant venez, vous vous engagez chez nous, vous vivez chez nous, vous n'aurez pas de soucis avec la justice, et du coup, non, on utilisera votre force de travail. Donc du coup, c'est d'ailleurs comme ça que la piraterie a réussi. D'accord. Alors, je regarde quand même cette histoire de micro parce Il va y que avoir encore apparemment un. il y a toujours des difficultés pour bien vous entendre. C'est peut-être ma voix, tout simplement. Non, mais on va le mettre vraiment devant vous, comme ça. Hop, mettre le volume peut-être un peu plus fort. J'espère que ce sera mieux. N'hésitez pas à me dire dans le stream si vous entendez mieux. J'ai mis un petit peu plus fort et plus près Pourtant, de Clémentine. Donc voilà, après le masque, c'est pas évident, c'est un peu compliqué. Ok, donc les pirates, donc il y en avait certains, on l'a compris, qui s'en sortaient, comme le pirate du Lin dont vous venez de parler. S'ils s'en sortaient pas, qu'est-ce qui leur arrivait? alors, soit ils finissaient par mourir de leur belle mort, voilà, soit effectivement ils étaient attrapés. Et là, il y a eu tout un processus qui s'engageait, processus judiciaire évidemment. Alors, on les pendait pas automatiquement dès qu'on les a capturés, ça fait partie de l'utopie des films. Non, il y avait un procès, on déterminait leur culpabilité. Alors, en fonction, parce que si vous étiez de la même manière qu'aujourd'hui, si c'était un navire anglais qui les arrêtait, ça repartait en Angleterre. Si c'était un navire français, ça partait en France. Et donc, les pirates étaient jugés en fonction de la loi du pays qui les avait arrêtés. Et donc, ils jugeaient selon la procédure. Et ensuite, alors, pendus chez les Anglais, nous, on avait plutôt tendance à les arrêter. Puis, bon, on essayait de les récupérer. Nous, voilà, on les faisait... voilà, corsaire, c'est pas si mal. Voilà, mais on les mettait à mort. J'ai pas d'exemple de procès français qui s'est soldé par la mort d'un pirate. Donc, Ouais. il doit y en avoir, mais encore une fois, nous, on n'a pas la documentation, et les Anglais, eux, l'ont pas mal.
D'accord. On sait ce qui les intéressait le plus, j'imagine, l'or, l'argent, mais qu'est-ce qu'ils recherchaient? Et puis, ils avaient des infos d'ailleurs sur ce que transportaient les navires qu'ils attaquaient? Alors, en général, ils n'avaient pas d'infos. Il y avait vraiment. Alors, je cite Barbe Noire parce que à la fin de la piraterie, donc au début du 18e, il y avait deux gros équipages. Donc, il y avait Barbe Noire et lui, il avait un réseau. Donc, potentiellement, il était informé entre Oui, des guillemets, convois, des convois, ouais. etc. Mais de manière générale, en fait, les routes maritimes sont toujours les mêmes. Donc, ils savaient que ça, c'était la route des convois espagnols, ça, c'était la route des convois portugais et des Hollandais. Et donc, ils connaissaient les routes et ils s'y mettaient et c'était au petit bonheur de la chance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était pas lucratif parce que des fois, en fait, oui, la cargaison, c'était des tissus. Ouais, c'est ballot. Voilà. Et tu repasseras une autre fois et l'autre fois, c'était du rhum. Bon, voilà. Ouais, bon, ça encore, ils peuvent en faire quelque chose, mais ils vont pas gagner leur vie avec. C'est ça. Voilà. Ouais. D'ailleurs, oui, il me semble que les convois espagnols, on appelait ça le galion, non? Alors oui, c'était les bateaux, c'était les galions. Voilà. Et il y avait des grands convois espagnols, mais est-ce que les Espagnols ont essayé de tenir compte justement de ces attaques en accompagnant les navires de commerce de navires de guerre? C'est ce qui s'appelle naviguer de conserve. À un moment donné, je crois, en France, c'était assez tôt, c'était en 1680. Où là, on a obligé un navire marchand à avoir un navire militaire à côté de lui pour le protéger. Chaque navire marchand. Chaque navire marchand. C'était infaisable. Ça devait coûter une fortune. Ça coûtait une fortune, donc c'était pas rentable. Mais il y avait cette obligation, entre guillemets. Donc c'était la navigation de conserve. Pour évidemment essayer de leurrer les pirates. Mais c'était compliqué. Naviguer côte à côte entre deux navires qui n'ont pas la même forme, pas le même poids. Dès qu'il y avait un brouillard un peu la nuit, on se perdait. on se perdait. Et les navires de commerce, ils étaient armés? En général, non, parce que les canons prennent de la place sur la marchandise. Oui. Donc il faut rentabiliser au maximum, parce qu'un passage c'est quand même long, donc on essaie de rentabiliser. Donc c'est rare que les navires marchands aient été. Oui, donc c'était des proies en effet faciles pour les pirates. Voilà. Jusqu'à quand on peut parler de piraterie dans les Caraïbes? Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Alors, on peut parler jusqu'à 1718. 1718, le 22 novembre, Barbe Noire meurt, et à partir de là, les pirates n'existent quasiment plus aux Caraïbes. Alors, ils ne disparaissent pas, en fait, ils migrent à Madagascar, parce que là, de nouveau, il y a une nouvelle manne, puisque les Anglais se mettent dans ce coin-là, et il y a des échanges entre l'Europe et l'Inde qui passent par Madagascar, donc ils se mettent là. Et Madagascar étant une grande île et il n'y a personne, du coup. Oui, donc Madagascar devient un refuge pour les pirates. Et ça devient un repère. Et donc les pirates migrent là parce que les Caraïbes sont devenus trop dangereux entre les amnisties qui vident les gens de la piraterie et les puissances européennes qui commencent à être de mieux en mieux sur les colonies. Parce que là, en 1710-1715, les colonies sont bien installées, les gouverneurs commencent à avoir des sous pour entretenir la marine des colonies, etc. Donc à partir de cet instant-là, c'est trop dangereux pour eux. Et donc, les pirates se mettent à partir. Donc 1718, Barbe Noire meurt. Oui, donc la piraterie des Caraïbes s'arrête à ce moment-là. Voilà, mais se déplace. Ils se déplacent. On est bien d'accord. Ludo nous demande si les pirates portaient tous le même étendard noir avec tête de mort. Alors oui, ça fait partie des étrangetés parce que les pirates se targuaient de n'appartenir à personne, mais il y avait la fraternité qu'on appelle la fraternité des frères de la côte, où effectivement les pirates se reconnaissaient entre eux, donc on ne s'attaque pas entre nous. Il n'y avait pas d'attaque entre pirates. Il n'y avait pas d'attaque entre pirates. Il n'y avait pas des combats de territoire, ce genre de choses. Ça pouvait, mais c'était très mal vu. Il y avait une espèce de statu quo, tu es pirate, je ne t'attaque pas. Voilà. Même si tu es pirate français et moi je suis anglais, mais c'est pas grave, nos deux pays sont en guerre, mais on s'en fiche parce que les pirates sont apatrides, donc, sont déchus de leur nationalité. Donc à partir de cet instant-là, ils sont pirates. Et donc il y a cet étendard noir qui effectivement devient leur symbole parce que non seulement tout le monde les reconnaît comme ça, donc vous hissez le drapeau noir et tout le monde sait que vous êtes pirate, donc ça permet à la personne en face de se dire merde, je suis tombée sur le mauvais numéro. Et ensuite, alors par contre, le pavillon à tête de mort tel qu'on le connaît, les deux sabres et la tête de mort, ça c'est le pavillon de Rackham le Rouge. De Rackham, pas le Rackham le Rouge. Oui, Rackham le Rouge, c'est Tintin, mais j'ai l'habitude, mais Rackham existe puisque c'est Rackham.
John Rackham. Et lui, il avait donc cet étendard-là qui est devenu l'étendard de base. Mais en fait, chaque pirate avait son propre étendard. Donc, D'accord, mais avec on avait toujours la tête de noir mort et qui toujours revenait. des os. Alors, il y avait des os qui revenaient, puisque la mort, on vous promet la mort. Les sabres, On comprend pourquoi. voilà, et le sablier. Alors, le sablier, c'était, je crois, Calico Jack qui mettait le sablier pour dire que votre temps est compté. D'accord. Il y a toujours des petites. Voilà. Il y a quelques pirates qui se sont distingués avec un drapeau rouge, voilà, mais de manière générale, c'est le drapeau noir. Mais parce que ça, voilà, c'était universel et au moins vous prévenir en face que. D'accord. Donc il y avait le drapeau C'était, noir, mais c'était pas nécessairement la tête de mort mais avec c'était pas les deux nécessairement sabres. celui qu'on connaît, voilà. Ouais. Ouais, la série Fi nous dit en effet qu'elle a vu qu'il pouvait y avoir plusieurs drapeaux différents, donc je pense que voilà, ça fait référence à ça. Alors, donc on l'a dit, les pirates quittent les Caraïbes, ils vont ailleurs. Bon, quelles sont les grandes zones de piraterie en fait Alors, après les Caraïbes, donc on passe sur Madagascar, donc tout ce qui est océan Indien. Et après, au 19e, c'est plutôt la mer de Chine. Là, encore une fois, les échanges se passent plutôt Ouais, il y a là-bas. les épices qui arrivent à Les partir du épices, moment où les Indochine, puissances européennes etc. commencent à s'installer là, en Chine. C'est ça. Juste avant, c'était la mer Méditerranée, forcément. Au Xe siècle, c'était la Manche. Voilà. Alors oui, parce Ça que suit voilà. les échanges européens, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une migration. Voilà. Là, à l'heure actuelle, c'est les golfes de Guinée et la Somalie. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a eu, on a parlé tout à l'heure de Barberousse, donc il y a eu les corsaires ottomans, mais avant ça, il y avait les pirates barbaresques également au Corsaires, Moyen-Âge. Ouais. toujours corsaire. Toujours les corsaires, les Toujours des barbaresques. corsaires. En fait, on dit pirate parce que il y a une espèce de. En droit international, pour que constituer un État, il faut la reconnaissance des autres États. Et les États barbaresques n'ont jamais été reconnus par les États européens. Et donc, du coup, on parle de pirates barbaresques. Mais en fait, c'était des corsaires, puisque par leur autorité, ils étaient autorisés à. Donc, voilà. Donc ouais, c'était des corsaires, des petits royaumes du nord de l'Afrique, ça. du Maghreb essentiellement. C'est C'était ça. pas des gens qui appartenaient au califat, quoi. Non. Ouais. Et Non, donc non. qui attaquaient les navires, Et les ils navires attaquaient, européens les Européens qui faisaient le commerce. Et en Méditerranée. c'est toujours pareil. Toujours pareil. Même les pirates sous Rome, ils attaquaient. Oui, parce qu'à Rome, il y avait eu une guerre célèbre de Pompée contre les Oui. pirates. C'était qui ces pirates? Alors c'était. Oh là là, je me souviens plus. C'était Ils ont Donc un là, nom. c'était plutôt Ils des ont un corsaires nom. aussi? Et là, non, pour le coup, c'était des vrais pirates. Ils s'étaient réfugiés sur une île, je sais plus où, à côté de la Crète là-bas. Ouais, du côté de la Grèce. Ouais. Et du coup, effectivement, mais c'est pareil, ils embêtaient Rome. Alors, eux, pour le coup, là, on peut pas vraiment parler de pirates, puisque la mer Méditerranée, pour Rome, c'était une mer intérieure. Hein, Ouais, c'était bordé le lac par, romain, oui. voilà. Et donc, du coup, effectivement, les pirates s'y mettaient pour embêter les Romains. Et bon, en plus, ils ont capturé César. Donc, il y a eu. Oui, c'est vrai. Bon. Voilà, une vedette qui a été capturée. Ouais. Voilà. Donc du coup d'ailleurs, je pense s'il y a un fait d'armes à retenir des pirates, c'est celui-là, c'est d'avoir réussi à capturer un chef de gouvernement. C'est quand même relativement piquant. Et donc voilà, donc effectivement, il y a eu la Méditerranée a été longtemps un théâtre de piraterie parce que c'était aussi la seule mer. Oui, c'était la seule mer échanges, vraiment naviguée, et puis on n'avait pas des navires qui permettaient à ce moment-là d'aller trop sur les océans. Drakkar 30 nous dit que c'était les Ciliciens. Ah voilà, c'est ça. Pirates. Merci. Merci beaucoup. Oui, donc les pirates ensuite, ils vont bénéficier en fait des progrès techniques, quoi. Hein, ils vont s'adapter à ces progrès techniques. Donc dès lors qu'on va commencer à avoir des navires qui permettent de franchir les océans, ils vont pouvoir attaquer dans les océans. C'est ça. Alors c'est ça aussi qui signe le chant du coq, le chant du cygne, pardon. Le chant du cygne aux Pirates des Caraïbes, c'est que les bâtiments européens se modernisent, mais les pirates, eux, ils restent avec leur barque. Donc au bout d'un moment, et oui, ils n'ont pas les moyens non plus. Voilà, c'est le fameux arc et flèche contre le pistolet. Voilà, à un moment donné, ils ne peuvent plus tenir, donc ils partent dans d'autres zones. Et effectivement, en mer de Chine, c'est là qu'on voit les pirates avec des navires vapeur, avec tout un instrument qui est impensable. Et nous, voilà, on reste pirates des Caraïbes avec navire à voile et le sabre.
Et puis, justement, ça nous permet d'arriver vers ce qui se passe aujourd'hui. Donc, la piraterie Mm. aujourd'hui, vous en avez parlé un petit peu, le golfe de Guinée, la Somalie, donc la mer Rouge, enfin la pointe de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est cette piraterie? Est-ce que c'est comparable à ce qu'on avait, ce dont on a parlé? Est-ce que ça a pris des Alors, formes un petit peu différentes? alors c'est toujours la même chose, simplement effectivement ils ne pillent plus les navires, ils préfèrent rançonner. Donc, capturer des Ils gens cette capturent fois-ci. Ouais. les équipages. Donc ils essayent au maximum de capturer des équipages de plaisance ou éventuellement des thoniers ou des navires de pêche parce que les pays vont effectivement tout faire pour essayer De libérer. Et en fait, ça les- rapporte bien de plus que libérer. la Et cargaison ça d'un rapporte navire, quoi. beaucoup plus que les cargaisons de navires. Et la piraterie, malheureusement, j'ai envie de dire, elle restera toujours. À partir du moment où on utilisera les voies maritimes, elle Ouais. sera là. Donc là, c'est le golfe de Guinée et la Somalie. Alors, la Somalie, c'est une piraterie un peu particulière encore, parce qu'il y a toute la politique derrière qui s'en mêle. Mais sinon, c'est exactement les mêmes choses. Ils prennent un navire, ils ciblent un navire à peu près intéressant, mais là, effectivement, ils rançonnent. Donc, ils tuent plus. Ouais, On peut mais il faut se dire réjouir de ça. qu'un navire de commerce Mais aujourd'hui, quand on voit les super, voilà, les les navires de porteurs commerce sont équipés oui, d'armes. d'une part, et puis d'autre part, une fois qu'on a récupéré les cargaisons des navires de commerce actuels, je sais pas très bien ce qu'on peut en faire, surtout avec une barque, C'est vrai mettre qu'il faut des containers dessus, c'est alors, compliqué, quoi. il faut les revendre et puis c'est compliqué maintenant avec des sécurités qu'on a au niveau des transactions. Ouais. Mais par contre, effectivement, rançonner, Ça marche. bien, ouais. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé des pirates de Somalie parce qu'il y a il y a eu des équipages français qui ont été capturés, Oui. notamment. On en parle un petit peu moins aujourd'hui, mais ça continue à exister. Ça continue toujours. Alors là, il faut admettre que c'est plutôt le golfe de Guinée. Il y a eu une attaque là le 12 mars. Donc c'est vraiment hier, quoi. Et donc effectivement, la Somalie, on en parle un peu moins parce qu'il y a un peu moins d'attaques, mais il y a toujours des pirates tant que le gouvernement n'est pas... Oui, la Somalie, c'est un État qui est complètement failli, donc qui est voilà. incapable de protéger les côtes. Pour l'instant, ne peut rien faire. Donc, puis ils sont sous le coup des touristes. Enfin, la Ouais. Somalie n'est pas, pas aidée en ce moment. Et alors, votre thèse, elle portait sur la piraterie et le droit international. Ça, c'est assez intéressant. Est-ce qu'on a eu des ententes entre les puissances pour lutter contre la piraterie? Oui, alors comme je vous disais sur la manière dont les États faisaient pour les contrer, souvent les États s'entendaient ensemble pour mettre en place des équipages qui allaient patrouiller sur les côtes. Alors pourquoi ils se mettaient ensemble? Tout simplement parce que les Caraïbes, ce sont des îles éparses, il y a un énorme terrain à couvrir et que ça coûtait cher et que les colonies, alors pour le coup françaises, anglaises ou espagnoles, n'avaient pas d'argent. Donc on mutualisait les moyens parce que la menace de toute manière était commune. L'un des surnoms du pirate, c'est l'ennemi de toutes les nations. Donc ça revient à fédérer contre lui tous les États. Oui, c'est l'incarnation de l'ennemi, en plus apatride. Donc apatride, c'est-à-dire que donc il n'a pas de nationalité. Donc pas de protecteur. Ouais. Donc on le capture, on donc fait ce qu'on on peut en faire. voilà. Alors, il ne le tuait pas de suite, c'est déjà bien, mais voilà, il n'était pas protégé juridiquement par un État. D'accord. Vous avez dit que les îles, les colonies n'avaient pas beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien su. Mais en fait, les colonies européennes, c'était des colonies d'exploitation. Hein. Les métropoles exploitaient les colonies, ramenaient toutes les richesses en métropole. Et en fait, pendant très longtemps, on n'a pas cherché à développer les colonies. Hein. C'était simplement des endroits qu'on exploitait, quoi. Et donc, ça explique que ces colonies n'avaient pas vraiment de moyens de se défendre face aux pirates. Comme vous voyez, si vous lisez un peu la correspondance des gouverneurs, pas la lecture de chevet, mais bon, voilà, si vous tombez dessus par hasard, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que le gouverneur demande de l'argent. Ouais. Voilà. C'est de l'argent pour une maison, de l'argent pour une école, de l'argent pour un hôpital, beaucoup pour les hôpitaux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça. Et puis de l'argent pour, là le bateau il ne marche plus, on a un gros trou dans la coque, il faut le réparer, on n'a pas d'argent. Envoyez-nous quelque chose. Oui, donc c'est vraiment des besoins permanents. Oui. C'est ça. Ces ententes entre les États, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui contre la piraterie? Alors, oui, parce que y a la Convention des Nations Unies, qui est la Convention de Montego Bay, qui a été votée en 90, et qui effectivement traite de la piraterie et qui pose la définition moderne, etc.
et qui permet en fait aux États de s'entendre sur le fait que celui qui attrape le pirate, c'est celui qui va juger. Donc, il n'y a plus d'apatrides chez les pirates. Les pirates gardent sa nationalité. Mais par contre, effectivement, ils sont attrapés. Si un navire français attrape un Somalien, comme il s'est passé, il le ramène en France et il est jugé selon les lois françaises. On squeeze complètement les lois somaliennes parce que de toute façon, c'est la Convention des Nations Unies qui a fait ça. Donc ils s'entendent là-dessus. Après, j'ai pas. Il y a quelques missions, alors j'ai plus les noms. Si ça vous intéresse, sur le Bureau maritime international, il y a tout. Mais il y a quelques missions ponctuelles qui sont donc coordonnées par les Nations Unies pour arrêter des pirates. Je crois que les Français et les Anglais se sont entendus aussi pour la piraterie somalienne, de manière à part. Donc oui, ça continue à exister parce que la pirate continue à exister. Donc on reste sur les mêmes modèles et ma thèse portait là-dessus, c'est qu'au Caraïbes, c'est initié le mouvement qu'il y a toujours aujourd'hui. Oui, qui s'est prolongé jusqu'aujourd'hui. Vous disiez que la Convention de Montego Bay, donc, qui concerne entre autres la piraterie aujourd'hui, définit le pirate aujourd'hui. C'est quoi la définition du pirate aujourd'hui? Je l'ai plus en tête. C'est la question piège. C'est l'article 110. Non, alors c'est... je crois qu'ils ont fait un truc simple, hein, c'est celui qui pille sans autorisation. Il y a toujours voilà, pour... la course est interdite à l'heure actuelle. Les corsaires, aujourd'hui, il n'y en a plus. Les corsaires sont interdits, mais il y a toujours dans la Convention de Montego Bay cette différence entre celui qui vole sans autorisation et celui qui vole avec. Donc là, c'est, il me semble, un individu qui vole sans autorisation pour son propre but. Voilà, il y a un esprit de ce qu'on appelle l'esprit de lucre. Donc voilà, c'est pour son profit. Oui, pour son gain. Et qui, effectivement, n'obéit pas à une volonté politique, n'obéit pas à une volonté théologique, idéologique. Voilà, c'est celui qui, tout simplement, il veut du fric. Ouais. Voilà, très, très, très pratique. Et donc lui, c'est de nouveau, comme avant, l'ennemi de tous et qui est combattu de manière unanime. C'est ça, voilà. Alors c'est pour ça que la piraterie somalienne, elle est un peu différente parce qu'effectivement, elle a été pratiquée par des pêcheurs somaliens et eux, c'était une volonté politique. Donc certains juristes disent que c'est pas de la piraterie du coup parce qu'il y a un projet politique derrière. Ah. Bon. Oui. Il y a un débat, mais pour l'instant, on les qualifie de pirates. Oui, d'accord. Voilà. Nasseri Finoudi, et en effet, vous l'avez dit qu'il y avait cette idée que l'on puisse piller sans autorisation, et donc elle nous dit que est-ce qu'on peut donc piller avec autorisation aujourd'hui? C'est en gros les corsaires. Alors, les corsaires, ça ne se fait plus. Ça a été interdit en 1870. Il a fallu attendre 1870 pour interdire la course. Quoi. Voilà. Mais c'est pas dit que ça ne revienne pas, parce que tout simplement les mercenaires existent encore et on peut toujours se mettre sous la bannière des mercenaires pour engager des corsaires. Ouais. Le terme n'existe plus, mais... Oui, mais dans la réalité... Il y a une petite faille juridique à exploiter, je pense. Voilà. Oui, c'est aux risques et périls d'un État. Oui, mais bon. D'un État voyou. Le terme pirate, ça c'est une question, une autre colle. Alors, Nasserifi, pardon. Donc, on parle aujourd'hui en France, on parle de pirate assez souvent. C'est un terme qu'on emploie assez largement. On l'emploie notamment dans le domaine informatique. Alors ça, c'est typiquement français, parce que les Anglais parlent de hacker, alors que le terme anglais, c'est pirate pour les pirates. Ouais. Donc, pourquoi ? Vous savez ? Non. Je ne sais pas. Ma théorie, c'est que les pirates œuvraient sur un domaine qui n'appartenait à personne et que les pirates informatiques œuvrent sur un domaine immatériel qui n'appartient à personne. Donc je pense qu'en France, on a voulu faire un parallèle avec une notion qu'on connaissait déjà, alors que les Anglais sont friands des néologismes. Donc ils créent des nouveaux mots à l'appel. Et nous, on aime bien... la notion, elle existe déjà. Voilà. Donc je suppose que c'est ça, mais je ne sais pas. Donc si vous avez la réponse, je suis curieuse de la connaître. Et il y a cette idée quand même de l'ennemi de tous. Voilà, je pense que ça fait partie des caractéristiques, et on a dit pirate informatique, c'est bien. C'est bien. Je me suis fait pirater, peut-être qu'on avait aussi la nostalgie, je sais pas. Ouais, je me suis fait piquer toutes mes affaires par quelqu'un qui est sorti de nulle part. C'est ça. Ouais. Donc, parce qu'effectivement, ils pratiquent la même chose. Ils viennent, ils pillent, ça intéresse, ils revendent.
Voilà. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions chez les streamers. Peut-être histoire de les faire venir. Quelques conseils de lecture, quelques conseils cinématographiques sur la piraterie. Alors, des conseils de lecture, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que c'est des lectures qui ne seront pas forcément. Il y a des lectures très sympas. Alors, la caméra est là. Ça, c'est un bouquin qui est hyper sympa. Vous voyez, il est tellement sympa que je l'ai vachement annoté. Donc Marcus Rediker, je mettrai les références sur la page Facebook de l'émission. Voilà. Et ça, c'est Pirates de tous les pays. Alors, il parle de la piraterie atlantique. Donc, lui, il dérive un petit peu, puisque après, il parle de tout ce qui est piraterie au niveau des États-Unis, etc. Donc, ce qui nous concerne plus, nous, Français, directement. Et lui, il parle vraiment de la piraterie politique et de la manière dont, effectivement, le pirate a cristallisé la haine des nations. Donc, c'est une lecture assez sympa. Et après, c'est des lectures plus académiques. Ça, c'est sur la guerre de course de Alain Barbouche. Donc pirates, flibustiers et corsaires. Voilà, qui permet effectivement de baliser l'histoire maritime et de faire la distinction entre pirates, corsaires, etc. Bon, vous avez le pavé, l'incontournable, le dictionnaire des corsaires et pirates de Gilbert Buty et Philippe Rodège. Donc ça, c'est la base, hein, si ça vous intéresse. Il y a toute la biographie de tous les pirates qu'on connaît. Je crois que Dulin est dedans, d'ailleurs. Non, il n'y est pas, je crois. Je ne l'ai pas trouvé. Et voilà, ça c'est la base. Et puis ça, c'est la piraterie au fil de l'histoire, Michel Battesti. Là, pour le coup, ça part du début et ça va jusqu'à nos jours. Et ça raconte le pourquoi, le comment des pirates. Donc ça, c'est une lecture complète. Mais après, c'est des lectures plus académiques, évidemment. En tant que roman, il y a 2-3 romans qui sont sympas que j'ai pas pris. Mais c'est des romans, voilà. Vous avez Lady Pirate de Mireille Kamel, qui est très bien et qui raconte la vie de Mary Read. Elle a pris beaucoup de liberté, mais pas énormément non plus. Ça, c'est en 2 tomes. Et après, c'est, comment ça s'appelle, Le journal d'une pirate, Cécile Reeves. Alors celui-là, j'ai du mal à le retrouver maintenant, mais je l'ai dans ma bibliothèque. Et c'est pareil, ça raconte l'histoire d'une esclave qui devient pirate. Voilà. Donc, essentiellement, c'est des figures féminines parce que ça, voilà, c'est la seule manière pour une femme de l'époque de vivre de grandes aventures, entre guillemets. Ouais. Donc, oui, il y a la liberté qui est associée. C'est marrant, hein, ces images. Il y a un côté très romanesque et très romantique qui est associé aux pirates sur la liberté, sans Dieu ni maître. Oui, parce que je pense qu'ils avaient tout simplement à la fois, il y avait la démocratie chez eux qui existait, une démocratie, alors, ce qu'elle était, mais qui était effectivement égalitariste. Ils switchaient du sexe, de la religion, de la race, enfin de la couleur. À l'époque, on parlait de race. Et donc, du coup, ça a attiré les gens parce que forcément, on avait une société qui était très, très cadrée. Et donc, forcément, ça attire les gens. Mais c'est génial. Mais bon, oui, d'accord, c'est pas lucratif, mais c'est génial. Donc, on a gardé cette image-là. Et puis, comme c'était effectivement les rebelles, finalement. Donc, les rebelles ont toujours un côté romantique. Ouais. Nasserifi nous conseille One Piece. Hein, il nous a dit qu'il était fan. C'est vrai. Alors, c'est pas du tout historique, mais y a les noms vont ressurgir puisque le mangaka est extrêmement bien documenté sur tous les noms et il a pris tous les noms des pirates qu'on connaît et il les a mis dans son manga. Donc, c'est chouette. D'accord. Ludo nous demande une série. Alors, une série, j'en ai pas là sous le coude. Enfin, une série bien historique, etc. Je vais pas en avoir sur le coude, malheureusement. Et au niveau film ? Je l'ai pas trouvé. Et après, film... le premier Pirates des Caraïbes était bien. Il était bien documenté, assez historique. Ils avaient fait beaucoup d'efforts sur tout ce qui était plausibilité. Voilà. À partir du 2, ça est parti en vrille, mais c'est toujours sympa à regarder. Et après, en film, alors il y a des vieux films. Comment il s'appelle avec Errol Flynn ? C'était Captain Blood. Captain Blood, ça c'est un vieux film. Pareil, c'est un pirate qui devient anti-esclavagiste. Ce
qui est complètement vrai et aussi complètement faux parce que les pirates parfois volaient des esclaves et les revendaient. Donc il n'y avait pas forcément une notion d'anti-esclave chez les pirates, mais là en l'occurrence ça l'est dans le film et ça c'est plutôt pas mal. C'est des vieux films après. Il y a un film, alors c'est pas sur les pirates parce que je pense que c'est plus Corsair, mais en termes de qualité, on va dire, technique, est-ce que ça tient la route? C'était Master and Commander Alors, Master and Commander, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu, mais il me semble, oui, ça ne m'avait pas choqué quand je l'avais vu. Mais effectivement, c'est plus du côté anglais, donc déjà, il y a le prisme de l'Angleterre, qui n'est pas toujours très flatteur. Et après, c'était relativement vrai, mais c'est plus tard, puisque Master and Commander, si je dis pas de bêtises, c'est fin 18e. Si je dis pas de bêtises. Mais j'en dis peut-être. Si, mais il me semble que c'était Il me semble 18e que c'était quand même. plutôt plus tard. Et même peut-être période napoléonienne ou. Il me semble, mais Ouais. j'en mettrai pas ma main à couper parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Voilà. Mais Alors, après, ouais, j'ai pas les films sur les pirates. il y bien, a Neo Sliver qui nous dit que sur Netflix, il y a Dans le sillage des pirates, documentaire sur les pirates des Caraïbes. Je ne l'ai pas vu, donc je n'ai pas d'avis. Donc à voir, Voilà, à voir. Nasserifi nous dit il y a bientôt en série live action. Oui, Alors, c'est une série avec des acteurs en fait. Ça veut dire que par opposition à une série animée, c'est D'accord. une série avec des acteurs. D'accord. Il y avait une question de Draker30. Est-ce qu'on peut considérer les pirates comme des anarchistes dans le sens où la notion d'État est inconnue pour certains qui étaient même apatrides? Alors, oui, si vous considérez que les pirates ne forment pas un État. Et encore, l'anarchie, c'est l'absence d'État, certes. C'est l'absence d'autorité. Mais c'est l'absence même, d'autorité. Les pirates étaient sous autorité du capitaine. Alors, ils pouvaient le déposer par tout un tas de mécanismes, mais il y avait cette charte partie qui leur servait de constitution, donc de contrat social. Et donc, moi, je comprends qu'on puisse les affilier à l'anarchie, mais ça ne tient pas la route de manière juridique. Parce que c'était eux, leur but, c'était pas de pas avoir d'autorité. Ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Ouais. Donc, ils étaient obligés de se mettre sous une autorité parce que s'il y a à peu près les équipages de pirates, c'était entre 20 et 30 personnes. C'est 20-30 personnes qui veulent faire quelque chose, ça marche pas. Il faut se mettre sous commandement au moins de quelques-uns pour faire quelque chose. Donc, pour moi, non, c'était pas des anarchistes. Puis ils n'avaient pas cette vocation-là. Ils ne souhaitaient pas renverser le gouvernement. Oui, il n'y avait pas, c'était pas quelque chose qui était organisé contre l'État. C'était vraiment. C'était contre l'État, mais contre un État économique et pour récupérer eux-mêmes. Alors il y a eu Libertalia, c'est une utopie du capitaine Misson, mais ça c'est à Madagascar, qui a voulu créer un État pirate, un État égalitaire, etc. Mais en fait, c'était pas une anarchie, c'était un État égalitaire démocratique. Donc, c'est ça, c'est intéressant, hein, ce côté démocratique, égalitaire. Il y a des partis pirates aujourd'hui, en Islande, je crois, notamment. Ouais. C'est ce qu'ils recherchent quand ils s'appellent pirates, quand ils s'intitulent pirates. J'ai pas assez de lisibilité là-dessus. Je pense que oui, ils cherchent plus d'égalité. En fait, ils cherchent plus une démocratie directe qu'une démocratie représentative, comme on a. Mais après, j'ai pas assez de lisibilité. Je vais pas dire des bêtises. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci à Big Baguette qui dit que ce show est agréable en arrière-plan avec la voix suave de Monsieur Leroy. De Leroy, d'ailleurs, précisément. Le roi de l'histoire, Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voudriez que l'on aborde avant de remercier Clémentine. Donc on l'a compris, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui est souvent regardé avec juste un œil. Le côté romantique, évidemment, est très important là-dessus. D'ailleurs, vous parliez de films un petit peu anciens, mais justement, à l'époque romantique, au 19e siècle, à l'époque de la littérature romantique, on s'est déjà saisi à ce moment-là de la piraterie ou pas encore? Non, enfin... Je crois que le premier qui a voulu un petit peu romantiser les pirates, c'est... alors, c'est pas lui directement, puisque c'est un écrivain... il y a eu Stevenson, hein, mais c'est déjà... oui, c'est déjà un petit peu plus tard. Ouais. Et non, en fait, on les craignait. Jusqu'à l'époque... Enfin, fou. On les craignait parce que c'était quand même des pillards, c'était des tueurs.
c'était des esclavagistes, entre guillemets, puisqu'ils participaient à la traite des nègres. C'était pas des gens recommandables. Donc, il n'y avait pas d'image romantique du tout. Ouais. C'est vraiment... je pense que c'est Errol Flynn qui a fait tout le boulot, hein, parce que voilà, il était mignon. Voilà. Mais non, je pense que c'est cette envie de liberté surtout qui après, on les a pris en exemple parce que au 19e, peut-être on commençait à être un peu... une société un peu sclérosée. Exactement, puis chez les Américains, il y avait tout le mouvement puritain, et je pense que c'est parce que c'est les Américains qui lancent tout, hein, donc je pense que c'est beaucoup eux qui ont contribué à l'image romantique, mais tardivement. D'accord. Je pense que c'est très tardif. Alors, au niveau série, Alc Calin nous conseille Black Sails. Oui, alors je ne l'ai pas vue parce qu'elle était trop violente pour moi et je suis une âme sensible. Je suis vraiment désolée. D'où le travail sur les pirates. Hein, D'où le travail. Voilà, exactement. Si vous savez, il y a des descriptions absolument horribles que j'ai lues dans les archives. Voilà. Mais Black Sails, effectivement, le peu que j'en ai vu avait l'air d'être bien. Donc, effectivement, elle m'a échappé. Mais oui, vous pouvez, je pense, aller sur Black Sails. Si vous aimez la violence. Parce que, voilà. Si vous avez vu Game of Thrones, ça va, vous tiendrez Black Sails. Bon, après, la piraterie avec ça. Hein, mais au moins, c'est réel. Enfin, voilà, oui. c'est pas Pirates des Caraïbes ou juste. On ne sait pas. Nasserifi nous demande, est-ce que certains pirates étaient amis, faisaient des alliances? Oui, puisqu'il y avait donc les frères de la côte, et donc c'était une vraie fraternité. Donc non seulement ils faisaient des alliances, mais en plus il y avait on ne s'attaque pas, et effectivement certains pouvaient s'entraider sur une attaque, mais comme ils prévoyaient très peu d'attaques, c'était une alliance ponctuelle ou une opportunité. Et tiens, on est 2 navires, il y a un navire. Il a l'air un peu gros, on va le prendre en tenaille. Et c'était une opportunité, mais c'était pas vraiment prévu. Sur un cas particulier, quoi. C'est ça. Nasserifi toujours nous demande si c'est vrai qu'il y avait un équipage entièrement féminin. Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que c'est vrai. Je ne peux pas dire que c'est faux. Je ne pense pas, parce que je ne l'ai vraiment pas vu passer. Je pense que je l'aurais vu passer. Donc je ne crois pas à cet équipage entièrement féminin, ou en tout cas pas de visu, et s'il y avait que des femmes, elles ne le disaient pas. Mais je pense pas, parce qu'on les aurait capturées beaucoup plus. On en a capturé que 2 quand même, des femmes pirates. Donc, elles existaient, mais c'était pas 90%, c'était des hommes, quoi. Ouais. Vous disiez à un moment que, alors là on sort un peu de la piraterie, que les marins considéraient que d'avoir une femme à bord, ça portait malheur. Ouais. On sait pourquoi. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur les femmes. Oui. Non, déjà, et puis sur les marins aussi, peut-être. On sur ne les sait superstitions. Pas. Ça s'appelle des superstitions. Alors, je suppose que la femme était peut-être la personnification des sirènes, et donc les sirènes pour les marins, c'est depuis Ulysse, hein, c'est dangereux. Je pense qu'il y a peut-être un délai, mais effectivement, c'est une superstition, donc il n'y a pas d'explication rationnelle. Une femme, ça porte malheur. Très bien. Voilà, c'est comme les chats noirs, quoi. Pourquoi le chat noir ça porte malheur? Mais bon, les pirates, eux, le fait de porter malheur, ils n'étaient pas trop superstitieux. Non, ils n'étaient pas superstitieux. Je pense que la devise du pirate, c'était vie au jour le jour. Donc, c'est pas grave. Enfin, nous portera malheur, on la tuera, et puis ça sera réglé. Ça, c'est radical. C'est radical, voilà. Enfin, il se posait pas la question. D'accord. Très bien, on arrive au bout, à moins qu'il y ait une question qui arrive, et j'ai l'impression que non. Il me reste à vous remercier chaleureusement. Merci à vous. Donc Neo Silver nous parle d'Anne Bonny, célèbre femme pirate, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Et Anne Bonny. Elles étaient sur le même équipage, en fait, hein. C'est les 2, mais elles étaient sur le même équipage. Elles étaient... les 2, je pense, étaient les maîtresses du capitaine. Et du coup, il y a des questions qui arrivent à la fin, donc je vous les pose. Draker 30 vous demande qui est celui, donc le pirate, j'imagine, qui vous a le plus marqué, ou qui a le plus marqué en général. Alors, on a parlé de Barbe Noire quand même tout à l'heure, mais... alors moi, celui qui m'a le plus marqué, c'était Montbard, Daniel Montbard, pour le coup, qui était français. Alors, c'est un pirate qui est soit imaginaire, soit qui ne l'est pas. J'ai pas trouvé de document attestant qu'il était imaginaire, j'ai pas trouvé de document attestant qu'il ne l'était pas, donc voilà. Mais moi, il m'a marqué parce que c'était un pirate qui ne visait que les navires espagnols, parce qu'il ne supportait pas l'idée que les Espagnols aient
massacrer les Indiens. Donc il était en espèce de revanche. Voilà. En plus, il était du Languedoc, donc bon, voilà, je me sentais un peu l'âme. Voilà. Donc lui, il m'avait marqué, mais effectivement, potentiellement, il n'existe pas. Donc voilà. Donc après, un Kaiser autre. Soze de la piraterie. C'est ça. Voilà. Et puis il avait des tortures assez sympas. Il vous punaisait les entrailles, il vous forçait à reculer pour que vous vidiez vos entrailles. Ah, très bien. C'était charmant. voilà, c'était charmant. Vous voyez, Black Sails J'espère à que vous côté, n'êtes pas encore à c'est l'apéritif. voilà. Bon appétit. Voilà, donc c'était des trucs. Voilà, ça m'a marqué pour ça. Mais après, sinon, c'était Calico Jack, parce que Calico Jack, c'était un pirate qui, s'il n'y avait pas eu Marie-Ric d'Albonnet, justement, il n'aurait pas fait grand-chose. Donc, lui, il m'a marqué, mais parce qu'il est complètement effacé. Donc, on parle de lui, mais en fait, c'est pas lui. Donc voilà. Sinon, Nasserifi nous demande si certains pirates pensaient que la Terre était plate. aucune idée. Ouais, je ne pense pas, parce qu'on était quand même à l'époque où il faisait le tour du monde. Donc, ouais. Je pense pas, et puis peut-être qu'il le pensait, mais ça ressort pas. Il n'y a pas de littérature pirate. Oui, les pirates n'écrivaient pas. Ouais. Ils n'écrivaient pas. Donc il n'y a pas de pirates qui ont écrit leur mémoire ou ce genre de choses. Alors il y a le capitaine Charles Johnson qui a écrit, mais il a aussi romancé beaucoup. Il y a la principale source, en France, c'est Alexandre Exmelin, qui a écrit ses mémoires de chirurgien de la flibuste. Mais c'était un flibustier, et puis il a mélangé beaucoup de choses. Voilà, des personnages qui n'existent pas, des personnages qui existent. Donc il n'y a pas de littérature pirate à proprement parler. Et du coup, c'est difficile de savoir ce qu'ils pensaient. On arrive à savoir leur motivation parce que tout simplement, on voit. Et puis lors des procès, ils ont admis certaines choses. Mais non, il n'y a pas de... Ça, c'est pas une question qu'on leur a posée. D'accord. On aurait pu. Oui. Je suis persuadé qu'on aurait pu leur poser plein de questions, voilà. En effet. Écoutez, on arrive au bout. Merci donc mille fois pour cette présentation qui nous a permis, j'en suis convaincu, de plus en savoir sur les pirates. Donc Néo Silver nous dit que Bellamy était instruit, mais ça, des pirates instruits, il y en avait certainement. Des pirates instruits, il y en avait, oui, ça, ce n'est pas incompatible avec la mission. C'était pas... Très bien, merci encore. Je mettrai donc les références biblio et puis les conseils de visionnage sur la page Facebook de Le Roi de l'Histoire. N'hésitez pas à regarder. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, donc 18h pour une prochaine émission, avec un invité à nouveau qui... on reviendra sur Terre, mais on restera quand même sur une période qui est assez proche, puisqu'on parlera du grand siècle, de l'époque de la monarchie absolue en France, Louis XIV notamment. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre, à les mettre notamment sur la page Facebook pour ceux qui la suivent. Et donc je vous dis à mardi prochain pour la prochaine émission sur la monarchie absolue en France. Merci encore Clémentine. Et bonne continuation pour vos recherches. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à tous. Bonsoir.